À vous de juger. 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 Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission à vous de juger. Eh bien, ces numéros, spécialement, nous allons parler de l'examen d'État, la publication de l'examen d'État à travers la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de décrier et dire que la ministre de l'Éducation nationale n'a pas bien fait son travail. Il y en a qui disent que dans l'espace de 2 jours, on ne pouvait pas publier le résultat des examens d'État. Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que il faudrait que les items quittent les provinces pour arriver à Kinshasa. Est-ce qu'on a changé la technologie? Comment est-ce qu'on a procédé à cette année pour publier aussi rapidement les examens d'État comme on l'a fait? Est-ce que les items ont quitté Lubumbashi et arrivé à Kinshasa la nuit même de la présentation de l'examen d'État? Est-ce que les items ont quitté Katakokombe? Les items ont quitté Lodja, les items ont quitté Luisa, les items ont quitté Bandundu, Kikwit et arrivé à Kinshasa. Comment on l'a toujours fait? Et si ce n'était pas fait comme ça, comment est-ce que la ministre ou le ministère de l'EPST ou de l'Éducation nationale a-t-il procédé pour nous donner le résultat aussi plus vite que, même plus que même la France, plus qu'en Europe, plus qu'aux États-Unis d'Amérique, parce qu'à des jours, on n'a jamais publié le résultat de l'examen d'État comme ça s'est fait cette année en République démocratique du Congo. Ça, c'est un point. Le deuxième point que nous allons articuler dans cette émission, nous allons parler du procès Mutamba. Eh bien, on a décrié que les témoins, pourquoi les témoins ne viennent pas? Aujourd'hui, dans l'audience d'aujourd'hui, les témoins, certains témoins sont arrivés. Mais la majorité des Congolais souhaitaient voir la première ministre, Judith Soumino. Pourquoi est-ce que beaucoup des Congolais ne désiraient que voir la première ministre dans cette audience pour témoigner ce qu'il sait sur ces dossiers des détournements ou des présumés détournements de plus de 19 millions de dollars américains? Pourquoi? On pouvait voir la présence de l'ancienne directrice de la Banque centrale du Congo. Eh bien, les gens étaient concentrés pour écouter et suivre son témoignage. Le ministre des Infrastructures. Donc, aujourd'hui, au moins les Congolais, parce que la soif des Congolais, c'est d'avoir la vérité. Rien que la vérité sur ce dossier. Est-ce que l'intention était de détourner l'argent? Est-ce que, parce que certaines personnes pensent que quand on parle de détournement, là, c'est on a bouffé l'argent, les détournements, ce n'est pas seulement avoir dépensé ou bouffer l'argent, non. C'est le fait seulement de prendre les fonds qui ont été destinés pour autre chose et l'affecter à autre chose. C'est un peu ça. Alors, vous allez découvrir que Maître Katende a réuni, quant à lui, des journalistes. Il a réuni des journalistes. Lazado, il a parlé au nom de Lazado. L'émission passée, nous avons lu les communiqués de presse de Lazado. Mais aujourd'hui, quand même, comme c'était quelque chose qui a été envoyé, aujourd'hui, il a lu ces communiqués de presse. Dans ces communiqués, qu'est-ce qu'il dit? Les procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'est ni juste ni équitable. On dit les procès n'est ni juste ni équitable, compte tenu de l'attitude des juges. Eh bien, les avocats de la défense avaient récusé les juges qui sont là. On devait changer des juges. Mais aujourd'hui, ce sont de nouveaux juges qui sont arrivés à la grande satisfaction de tous. Est-ce que ces procès n'est ni juste ni équitable, comme le dit le président de l'Association africaine de droits de l'homme?
Eh bien, nous allons suivre cet élément. Je vous invite à suivre l'élément de l'Azado où le président Jean-Claude Katende explique comment est-ce que le procès de Constant Mutamba n'est ni juste ni équitable. On suit ça. Le communiqué de presse numéro 011/Asado/2025, dont le titre est « Le procès Mutamba, l'Azado s'inquiète ». L'Association africaine de défense des droits de l'homme, Asado en sigle, alerte sur la violation des principes d'un procès juste et équitable dans l'affaire qui oppose M. Constant Mutamba au ministère public sous RP 22 CR devant la Cour de cassation. Plusieurs irrégularités ont marqué cette affaire depuis la première audience. À l'audience du 9 juillet 2025, les avocats de la défense réclament la non-saisine de la Cour du fait que M. Mutamba a été notifié de la date d'audience à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation en lieu et place du ministère public, comme l'exige l'article 54 de la procédure pénale. La Cour de cassation a passé outre cette irrégularité et s'est déclarée saisie en violation de la loi. À l'audience du 13 juillet 2025, les avocats de M. Mutamba ont soulevé plusieurs moyens tendant à obtenir de la Cour de cassation qu'elle déclare nulle toute la procédure engagée du fait de la violation systématique de la Constitution et des lois du pays dans les processus d'adoption des deux résolutions de l'Assemblée nationale, ainsi que M. Mutamba n'a pas été invité à présenter ses moyens de défense dans un délai raisonnable, comme le recommande l'article 19 de la Constitution. Et en outre, l'adoption des résolutions autorisant l'instruction à sa charge et sa poursuite ont été adoptées par main levée et non par un bulletin secret et par appel nominal, comme recommande l'article 121 de la Constitution, ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Cour de cassation a rejeté tous ces moyens par son arrêt avant dire droit rendu le 23 juillet 2025. À l'audience du 30 juillet 2025, les avocats de la défense ont rappelé, d'une part, la requête d'inconstitutionnalité faite devant la Cour constitutionnelle et d'autre part, ont développé, par voie d'exception, les arguments tendant à convaincre la Cour de cassation à décréter la surséance dans la cause inscrite sous RP 22CR, conformément à l'article 162 de la Constitution, en entendant les décisions de la Cour constitutionnelle sur les deux requêtes. La Cour de cassation a pris ses exceptions en délibéré et a rendu sa décision quelques heures après en déclarant tous ces moyens non fondés sans référence à aucune base juridique. Elle a juste, je voulais dire, elle a juste invoqué l'abus des procédures dans les chefs des avocats de la défense, alors que leur position se fonde sur la Constitution. L'analyse de toutes ces décisions révèle 1. La volonté de la Cour de cassation d'en finir le plus rapidement possible avec M. Mutamba, même si la Constitution est violée. 2. La détermination de la Cour de cassation de ne faire aucune concession à la défense en violation de la Constitution et des lois de la République. 3. La volonté de violer systématiquement les principes élémentaires d'un procès juste et équitable, comme indiqué dans notre bâche derrière. Face à toutes ces violations de la Constitution et des lois de la République, il est à craindre que M. Mutamba soit condamné et même privé de ses droits civils et politiques. C'est ce qui justifie l'inquiétude
de l'Azado. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre là le maître Jean-Claude Katende qui explique devant la presse réunie pour donner quand même les inquiétudes de l'Azado, son organisation de défense des droits de l'homme. Voilà, il y a un invité dans ce plateau. Avec lui, nous allons décortiquer ces éléments. Nous allons parler de Constant Mutamba et de l'examen d'État. S'il y aura d'autres questions d'actualité, on en parlera. Bonsoir. Bonsoir, frère Émile. Ah non, ça va, et vous? Dieu est au contrôle. Merci de l'invitation sur votre plateau. C'est un honneur, une fois de plus, d'être dans les murs de Télé 7. Très bien. Vous suivez les dossiers Mutamba, le procès? Un tout petit peu, oui. Qu'est-ce qui vous enchante? Bon, c'est que je ne peux pas dire que je suis très enchanté parce que lorsque la justice de notre pays se retrouve dans un tel engrenage, c'est pas, ça ne nous honore pas particulièrement parce que au début du procès, au début du dossier, on nous disait par exemple que Mutamba a débloqué 19 millions. Pourtant, il n'y avait pas une certaine localisation de là où devrait être construite la prison de Kisangani. Aujourd'hui, on apprend qu'il y avait un site aménagé où on devrait construire la prison. Et vous sentez que dans les questions des juges, ils disent non, voilà, on apprend que ce site-là, c'est un site à problème, le site était occupé. Mais le pouvoir public pouvait exproprier ces gens-là pour l'utilité publique. Est-ce qu'on devrait arrêter quelqu'un, mettre quelqu'un dans un tel dossier au moment où on savait bien qu'il y avait un terrain? Donc c'est comme ça que notre justice entame des dossiers mal ficelés, avec beaucoup de bruit dans des médias, sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous descendez sur terrain, lorsqu'il faut maintenant appliquer tout ça, vous apprenez que certains dires n'étaient pas vrais. Et ça ne nous honore pas, nous, Congolais qui aimons cette République, parce que les chefs de l'État, chaque jour, est en train de militer pour que la justice puisse redorer son blason, que la justice congolaise puisse se relever. Mais vous sentez que dans le traitement des dossiers, il n'y a pas vraiment de rigueur. Il y a certaines questions qui sont posées. Quand vous avez par exemple un magistrat qui pose la question au directeur général du guichet unique de création des entreprises, ici, l'entreprise choisie Zion Construction avait l'habilité de construire des prisons. Vous demandez, vous posez une telle question. Est-ce qu'il y a une entreprise qui est spécialisée uniquement pour construire des prisons? Vous posez une telle question à la personne qui n'a que la charge d'agréer des entreprises. Vraiment. Donc vous sentez qu'il n'y a pas... Nos juges sont très intelligents. Ils doivent nous faire honneur de leur intelligence, de ne pas rabaisser une fois de plus notre justice. C'est ce que nous regrettons. L'Azado dit que ce procès plutôt n'est ni juste ni équitable. Vous dites quoi? Je ne peux pas ici, parce que pour que l'on ne puisse pas nous coller l'étiquette des soutiens de Mutamba et autres, soyez quand même du côté de la vérité. Oui, nous sommes du côté de la vérité. Et si vous êtes du côté de la vérité et qu'on vous colle une certaine étiquette, il ne faut pas avoir honte de l'assumer. Vous savez, quand les gens ont cette précipitation-là de coller des étiquettes aux gens, ils ont des intentions. Monsieur Jean-Claude Katende est un spécialiste du droit. Moi, j'aimerais plus que les questions des fonds et des formes soient beaucoup plus... les traiter avec prudence, parce que moi, je ne suis pas spécialiste des droits, mais on se tient quand même à la narration des faits pour déceler certaines incohérences par rapport à ce qui
ce qui est fait et ce qui a été dit auparavant. Mais par rapport à sa position, il a le plein droit de questionner la démarche telle qu'elle a été menée. Mais vous sentez que lorsque certaines irrégularités ou certaines exceptions sont soulevées par les avocats, elles ne sont pas prises en compte sérieusement par la composition. Là, il peut avoir raison de dire que le procès n'est juste ni équitable. Parce qu'au départ, pour nous qui ne sommes pas spécialistes des questions de droit, on disait que c'était des erreurs administratives. C'est que la Cour des comptes peut appeler une faute de gestion. Alors, les juges, les magistrats de la Cour de cassation ont trouvé que c'était un dossier pénal et qui devrait clouer Moutamba. Bon, ensuite, ils se sont entêtés de suivre quand même les exceptions qui ont été soulevées par la partie défenderesse. Ils continuent. Dieu merci. Aujourd'hui, avec les témoins qui ont été appelés à la barre, on a quand même appris certaines vérités. Parce que si on s'était limité aux exceptions, peut-être qu'on n'aurait pas su ce qui a été dit de faux et ce qui a été réellement fait. Après le passage des témoins d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible que M. Moutamba soit acquitté? S'il n'y a pas un jugement dans les poches des magistrats, des juges de la Cour, Moutamba sera acquitté. Et certains parlent même d'un procès politique, parce qu'on voudrait quand même le faire taire. C'est un jeune qui a de l'avenir, il faut le taire avant que les temps n'arrivent. Ce qui est vrai, Moutamba a commis des erreurs. Certaines erreurs, tant administratives que politiques. Et ce qui lui coûte cher aujourd'hui, ce sont ces erreurs politiques qu'il a commises. C'est vrai qu'il doit apprendre de cela, parce que en acceptant d'intégrer le gouvernement de la République et surtout le ministère de la Justice, il savait qu'on l'envoyait dans un combat, dans une bataille. Et chaque bataille doit être menée avec des alliés. Et Moutamba s'est retrouvé dans cette bataille-là en train de se battre contre tout le monde. Il fallait qu'il se trouve des alliés. Par exemple, au sein du gouvernement, il s'est retrouvé, je ne sais par quelle magie, dans l'opposition avec son chef du gouvernement. Ouais. Vous voyez? Et ça coûte cher. Il sentait l'odeur du détournement. Ça, ce sont des erreurs politiques qu'il ne faut pas commettre. Parce que déjà, il avait les magistrats contre lui. Il ne pouvait pas aussi avoir au dos la première ministre. C'est ce qui lui coûte cher aujourd'hui. Mais sinon, il apprendra de cela parce qu'il en sortira régaillardi. Alors, la première ministre n'est pas venue témoigner. Cette attitude de la chef du gouvernement, vous la trouvez comment? Ah bon, la chef du gouvernement ne peut pas lui tenir rigueur parce qu'elle n'est pas venue témoigner ou pas. Vous voyez même... Est-ce que c'est en vain que la défense, que les camps Moutamba insistaient qu'elle soit là? Vous pensez que c'est parce qu'elle connaît quand même certaines choses? Ce n'est pas en vain qu'elle a été appelée à témoigner, mais vous avez vu aussi que Alexis Guissard, l'actuel chef des services de l'IGF, M. Bitassim, ont été aussi là. Ils n'ont pas témoigné parce que la même défense a jugé que les réponses qu'elle voulait, elle en a eu par rapport à d'autres témoins qui ont témoigné avant. C'est comme ça que... Mais le fait seulement qu'il soit là, c'est quand même une bonne chose, non? Oui, c'est une bonne chose. Mais bon, si j'ai dit qu'on ne doit pas tenir rigueur à Madame Souminois,
on doit aussi comprendre qu'elle a plusieurs chats à fouetter, mais bon, parce qu'elle n'est pas la seule à ne pas venir. Le plus grand concerné, par exemple, le chef de la CNRF n'est pas venu. Pourtant, c'est lui c'est lui qui est à la base de cette situation. On ne doit pas tenir rigueur à la première ministre de son absence, mais on se contente déjà de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ça promet quand même quelque chose de bon. Très bien. Mesdames et messieurs, on continue avec notre émission après cette transition avec notre réalisation pour voir cet élément de notre invité Cédric, leur église qui célèbre quand même. Ok, on viendra avec ça. On continue avec le dossier. Alors, on revient sur le premier dossier que nous avons annoncé, le dossier de la publication de l'examen d'État. Publication de l'examen d'État. Vous avez suivi les critiques des gens. Vous avez vu comment est-ce que les réseaux sociaux sont pollués. Voilà. Vous en dites quoi? En tout cas, nous les Congolais, on sait bien, on est très allergique aux réformes quand elles sont initiées au départ. Mais par après, on s'y habitue et on prend goût. C'est ce que moi j'ai constaté, parce qu'on est déjà habitué. Il y a des années, des résultats qui sont publiés 3 semaines, 4 semaines, 1 mois après les examens d'État. Mais aujourd'hui, c'est une surprise que l'on voit les résultats des examens d'État être publiés 1 semaine seulement après les 4 jours. Comment est-ce que vous parlez de 1 semaine? Les gens parlent de 2 jours. Vous parlez de 1 semaine comment? On parle de 2 jours. On a publié les lauréats. Et on a progressé avec les autres. En fait, c'est une magie. Non, il n'y a pas. Bon, en fait, on peut appeler ça, on peut appeler cela une magie quand on voit. Raissa Malo a fait une magie. Voilà, c'est une recette qu'on peut appeler magique, mais ce n'est pas une magie. Parce que quand on intègre l'intelligence artificielle, parce que même les gens qui sont dans les milieux technologiques nous disent aujourd'hui, l'avenir de notre monde, c'est l'intelligence artificielle. Mais chez nous, on prend cela comme de la blague. On est habitué à penser, quand on voit intelligence artificielle, on voit ChatGPT, avec lequel les étudiants trichent pendant les examens, avec lequel certains rédigent leurs travaux de mémoire et autres. Mais pourtant, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un secteur tellement riche que si vous investissez là-dedans, vous allez avoir beaucoup à gagner. Vous voyez, par exemple, avec l'éducation nationale, ils ont investi là-dedans, on a les résultats. Entre nos frères, est-ce qu'au départ, le ministère de l'Éducation nationale avait informé le public que nous allons faire recours cette année à l'intelligence artificielle? Oui, c'est ça la question. L'annonce a été faite. L'annonce a été faite même bien avant même la passation des examens. L'annonce a été faite. L'annonce a été faite seulement chez nous, quand on annonce des choses. Parfois, on prend cela pour de la blague. On est habitué avec des annonces spectaculaires, tout ça. L'annonce a été faite, mais seulement, elle n'avait pas annoncé que la correction ou la publication sera aussi rapide que ça. C'est pour cela qu'on est scandalisé. Mais sinon, on dit ici qu'auparavant, avec les systèmes qu'il y avait, la correction était possible, était de 16 copies par minute. Mais aujourd'hui, on vous parle de 1600 copies par minute. Imaginez, faites un peu le calcul. Si on prend le nombre des finalistes, on prend le nombre de copies, on calcule le nombre de minutes qu'il faudrait pour compiler toutes les copies. Tout cela est possible. Pourquoi, lorsque nous sommes passés de la correction manuelle à l'électronique, les gens n'ont pas été scandalisés? On a accepté. Mais pourquoi aujourd'hui, avec ce qui s'est fait, certains même vont jusqu'à dire que ce sont des faux résultats, comme s'ils avaient des vrais résultats à la maison,
ou cachés quelque part. On doit accepter... Donc, vous pensez que ces résultats ne sont pas faux? Ces résultats ne sont pas faux. Ce sont de vrais résultats. Et le finaliste, le lauréat et ceux qui ont réussi doivent quand même en être fiers. Ils doivent en être fiers, comme pour toutes les autres années. Seulement, j'ai dit ici, ces résultats sont faux et sont vrais parce que pour deux raisons. Allez-y. Les autres années, on souhaitait quand même qu'il y ait une décentralisation des centres de correction. Vous voyez que Raissa Malou a intégré cela dans sa gestion. Et vous avez un centre de correction à Mbujimaï et un centre de correction à Lubumbashi. Et donc, toutes les copies qui ont été des examens qui ont été présentés dans les provinces autour des autres centres décentralisés vont être faits, vont être corrigés rapidement que d'autres fois où vous aviez des mâles qui doivent quitter Cabinda. Donc, pour venir à cette Kinshasa. année, les mâles de Katakokombe ne sont plus arrivés à Kinshasa. Non, ils ne viendront plus. Ok. Oui. Les mâles de Cabinda, de Lodja, de toutes les provinces autour, Miabi ne viendront plus à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'à Mbujima, il y a un centre. À Lubumbashi, vous avez ceux qui sont à Dilolo, de tous les territoires issus du Grand Katanga, tous les Grands Katanga. Ça sera corrigé. Les Chopo et consorts, même les Kisangani. Donc, Kisangani, on doit faire très attention parce que c'est plus au nord. Alors, ceux de Kisangani sont partis où les oui, dans une perspective rationnelle, on peut penser que ça peut venir ici. Mais les mâles ne peuvent pas se déplacer. On scanne. Hein? Aujourd'hui, on prend des copies, on les scanne par des milliers et on envoie ici, Kinshasa traite directement en public. On doit penser à l'avenir de notre pays par rapport aux technologies. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus parler de nouvelles technologies. Donc, si on intègre dans notre vécu quotidien les technologies actuelles et surtout l'intelligence artificielle, le pays peut aussi penser au développement. On est là aujourd'hui parce que nous sommes trop habitués à des choses manuelles. Les mâles doivent se déplacer, arriver à l'aéroport, on prend les PV. Certaines personnes même parlent des E13, des bulletins, des manques de bulletins. Les E13, on ne dépose pas les bulletins. On envoie des codes. Ça c'est une parenthèse. D'ailleurs, vous m'avez encore réveillé en esprit là. Il n'y a pas eu de bulletins pour les enfants. Pourquoi est-ce que vous soutenez quand même ça? Non, pourquoi vous soutenez le mal? Je ne soutiens pas le mal, je ne soutiens pas... C'est vrai qu'il y a de nombreux Congolais qui vous regardent un peu partout ailleurs, même en dehors de la République, ceux qui nous suivent sur Internet. Quand on vous voit entrer des patients, on peut vous lapider? Non, pourquoi me lapider? Parce que vous soutenez quand même le mal. Me lapider parce que... Une année scolaire sans bulletin et vous dites, bon, non, vous banalisez. On ne banalise pas le fait qu'il n'y ait pas de bulletin, mais seulement, moi je suis compréhensif, mais jusque-là on ne sait pas pourquoi le centre qui travaille sur le bulletin n'a pas fonctionné. J'avais même appris que... Les bulletins viennent de l'extérieur. Non, je ne suis pas sûr que ça vient de l'extérieur. On a un hôtel de monnaie ici à Kinshasa. Et vous savez, le passeport vient d'où? Le passeport, c'est une autre question. Mais les bulletins, pour les bulletins sont fabriqués les bulletins viennent de l'extérieur. Mais je pense bien, parce que même ceux qui sont scandalisés pour l'absence des bulletins, on sait bien que dans la plupart des écoles ici à Kinshasa, pour des raisons commerciales, ne remettent pas les bulletins souvent des jours de la proclamation aux élèves. Ils gardent les bulletins, ils donnent seulement les résultats aux parents et certaines orientations, tout ça. Ils gardent souvent les bulletins pour maintenir les enfants dans leurs écoles. Donc, mesdames et messieurs, vous suivez notre invité. Vous êtes de quel camp, politiquement? Je suis un analyste indépendant.
Mais votre indépendance a du penchant. Si j'ai un penchant, c'est un penchant pour la République. Okay. Je suis un patriote. Donc j'aime la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir en peu de mots en parlant de la publication des résultats qui écœure plusieurs personnes? Non, les gens, sur la qualité du travail. Les gens qui sont écœurés les sont pour rien parce que nous sommes déjà, le fait que ces examens ont été passés avec un grand retard, leur publication rapide permet à nos enfants de prendre le temps de réfléchir dans quelle université ils vont aller, avoir un peu le choix de leurs options et avoir le temps de se reposer avant de reprendre les études universitaires. Et interpeller aussi ceux-là qui sont écœurés de prendre les choses, pas prendre les choses au premier degré, dire ce sont des faux résultats, au moment où on n'est pas à l'intérieur du travail qui est fait. Donc on doit soutenir les innovations parce que cette dame-là ne l'a pas fait comme on le dit pour être reconduite dans le gouvernement. C'est pour l'avenir de nos enfants que les choses ne tardent plus. Si toutes les entreprises intègrent au moins l'aspect intelligence artificielle ou les institutions intègrent l'aspect intelligence artificielle dans leur gestion, ces pays n'aura pas de retard dans la livraison, par exemple, des passeports. Vous voyez le retard qu'il y a. Et si cet aspect-là est intégré dans la plupart des traitements de certains dossiers, si la technologie est intégrée, on n'aura pas de retard. Et vous rappelez que le secteur de l'éducation nationale est le plus organisé. Vous avez, par exemple, c'est eux qui ont le découpage territorial, par exemple. C'est le secteur de l'éducation nationale qui l'a facilement intégré parce qu'il a été bien organisé pour cela. On doit le prendre pour modèle. Voilà. Avant d'aller ailleurs, il y a un téléspectateur qui voulait savoir pourquoi est-ce que Raissa Malo a publié ce résultat tout simplement pour plaire au chef de l'État afin d'être reconduite comme ministre. C'est juste simplement une stratégie de mauvais goût, d'après les téléspectateurs. Oui, c'est ce que je disais. Certains pensent qu'elle l'a fait dans ce but-là. Mais avant d'être au gouvernement, est-ce que c'est faux? Avant d'être au gouvernement, elle était quelque part. Je ne peux pas faire, je ne suis pas son supporter ou son communicateur, mais on doit quand même raisonner, réfléchir, République. Parce que les postes, cette technologie-là, si demain elle quitte, ou si elle est reconduite plutôt au gouvernement sous Minouadé, est-ce qu'elle va rester au gouvernement éternellement? Cette avancée technologique va rester. Donc, les autres ministres qui viendront après, comme par exemple Tony Mwaba a hérité des exploits de Maker, Mwango et autres, les autres, ceux qui viendront par après, vont hériter cela. Est-ce que l'année prochaine, les résultats seront publiés en retard parce qu'il n'y aurait pas besoin de rester au gouvernement? Tout simplement, les gens avancent cette raison-là parce qu'ils trouvent que c'est trop rapide. Comme vous l'avez dit, 2 jours après, on a les lauréats. C'est un exploit énorme. On ne peut qu'être scandalisé si on ne sait pas qu'avec la technologie, on peut aller aussi rapidement que possible. Comme je disais, toutes les autres institutions doivent prendre modèle sur le secteur de l'éducation nationale parce qu'ils sont en avance dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, ils sont en avance. On doit prendre un modèle, exemple sur eux pour évoluer. Donc, d'après vous, aujourd'hui, l'éducation de la République démocratique du Congo, le secteur de l'éducation, c'est un secteur sur lequel il faut jeter des fleurs. Oui, on doit jeter les fleurs. Les diplômes deviennent quand même, obtiennent quand même un peu de valeur par rapport à quelques années passées. On disait que le diplôme d'État congolais ne valait pas. Non, ça c'est une autre question. C'est une autre paire de manches. Effectivement. Ce dont je parle ici, c'est sur le plan d'abord de la gestion.
Bon, sur le plan organisationnel. Maintenant, je vais poser une autre question. Allez-y, oui. Vous pouvez répondre ou non? Si les diplômes ont retrouvé leur saveur, ça c'est sur le terrain que l'on doit juger cela. On ne doit pas juger un livre à cause de sa couverture. On doit examiner les contenus pour savoir si réellement les diplômes congolais répandent de la valeur. Mais c'est là, on doit aussi demander à ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui partent s'inscrire à l'extérieur, est-ce qu'ils sont à la hauteur par rapport aux diplômés d'autres pays? Très bien. On se retrouve après cette transition. Eh bien, 30 ans, ça s'est fait. On se retrouve déjà ce samedi à partir des 14h pour célébrer avec le bien-aimé. On revient sur l'émission pour terminer dans quelques minutes déjà. Clément, le gouvernement d'union nationale, où on parle du remaniement. Maintenant, on peut parler du gouvernement d'union nationale. Remaniement, je pense. C'est le mot du remaniement. Et pourquoi pas l'union nationale? Bon, comme le souhaitaient les chefs de l'État après les consultations. Je pense bien que c'est un remaniement, mais qui va prendre en compte la question du gouvernement de l'Union nationale. Mais pour ceux de l'opposition, je pense bien que pour parler du gouvernement de l'Union nationale, il va falloir que l'on puisse organiser le dialogue. Donc c'est pour cela, vous avez suivi prudemment, non, Epeng, je ne l'ai pas suivi. Allez-y. Je pense bien prudemment, on peut parler que du remaniement, mais je pense bien, il y a certaines têtes qui ont participé aux consultations initiées par le chef de l'État, par son conseiller spécial en matière de sécurité, qui pourront intégrer aussi ces gouvernements remaniés. Donc, remaniement avec l'aspect Union nationale. Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans ce futur gouvernement? Bon, comme tout citoyen, on aimerait voir des nouvelles têtes, hein? Pas seulement des nouvelles têtes pour plaire à l'opinion nationale, mais ces nouvelles têtes doivent remplacer les gens qui ont fait leur temps et qui ont prouvé aussi leurs limites, hein? Sans citer des noms, il y a des gens qui doivent nécessairement partir. Bon, il y a aussi ceux qui sont dans ce gouvernement. Moi, j'espère bien que l'on doit avoir qu'un taux de 15% d'anciens ministres qui peuvent rester. Et celui de 85% des nouveaux qui doivent intégrer le gouvernement national. Ce nouveau gouvernement que tout le monde attend, c'est avec ou sans Soumilwa? Non, lorsqu'on parle du remaniement, c'est Soumilwa qui doit rester à la tête. Hein. Parce que si normalement il devait y avoir un autre gouvernement, Soumilwa devrait démissionner. Mais vous voyez qu'elle est associée à sa formation. Donc, c'est Soumilwa 2 qu'on attend. Peut-être qu'un nouveau gouvernement viendra, mais bon, pour le moment, c'est Soumilwa qui reste. Vous désirez la retrouver toujours en train de chapeauter ce gouvernement de la RDC? Je pense bien que c'est le souhait du président de la République, pas le mien. Je demande maintenant votre souhait. Le mien? Oui. En tant que Congolais? Pour le moment, en tant que Congolais, je pense qu'il doit rester pour maintenir la stabilité de nos institutions. Parce que vous savez bien, lorsqu'il y a un nouveau premier ministre, les consultations à gauche, à droite, il faut encore élaborer le projet de gouvernement. Mais vous le savez, même quand il y a un ancien, même avec l'ancien Premier ministre, il y a toujours des consultations. Oui, il y en a, mais ce n'est pas à la hauteur du nouveau gouvernement, parce que le nouveau gouvernement doit intégrer beaucoup d'aspects. Il doit aussi travailler sur son programme. Donc, aujourd'hui, le gouvernement soumis à un programme. Lequel?
Vous le savez. Moi, je ne sais. Vous le savez. Non, moi, je il a été construit sur base des 6 engagements du président de la République. Oui, moi je ne sais pas. Vous parlez de la vision. Là, vous parlez de la vision du chef de l'État. Oui, qui a été transformé en programme du gouvernement. Ah, ok, mais ça veut dire que ce gouvernement ne peut pas échouer. Si il travaille sur la vision du chef de l'État, le gouvernement n'échoue pas. Mais une fois ça échoue, c'est le chef de l'État qui échoue lui-même. Est-ce qu'on doit analyser ou réfléchir dans ce sens-là? Dans ce sens-là. Mais pourquoi pas? Je ne pense pas. C'est vrai, il y a le chef de l'État qui donne la vision. Ouais. Cette vision doit être matérialisée par le gouvernement. Le gouvernement chapeauté par le Premier ministre, mais chaque membre du gouvernement a, dans un secteur ou sous-secteur, il doit chapeauter une politique particulière adaptée à son secteur. Alors ce sont ces ministres-là, après une certaine évaluation, objective ou non objective, on arrive à dire qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il n'a pas aidé à réaliser cette vision-là, tout ça. Mais excusez-moi Clément, comment est-ce que c'est la vision du chef de l'État qui est exécutée, mais le chef de l'État est irresponsable devant le gouvernement, le Parlement? Il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Mais c'est le Premier ministre. Oui. Et c'est quoi cette histoire? Mais tout est fait sur ces instructions. On suit ces instructions à la lettre. Non, est-ce que vous êtes sûr que ces instructions sont suivies à la lettre? Sous le haut patronage du chef de l'État. Oui, il y a certains, c'est pour cela que nous parlons des ministres qui doivent partir et des ministres qui doivent intégrer. Pourquoi? Parce que certains ont excellé que dans la publicité, dans des médias. Certains même, on ne les voit même pas, on ne voit même pas leurs actions. Mais c'est juste au moment où ils apprennent qu'il y a... Oui, il y a que au moment où ils apprennent qu'il y a un gouvernement en gestation, qu'on voit des panneaux par-ci, par-là. C'est là que le chef de l'État et ses services doivent s'activer, parce que la politique du gouvernement qui est appliquée, vient de sa promesse de campagne. Donc c'est lui... Même s'il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, mais il est quand même responsable devant le peuple. On termine l'émission. Un mot en rapport avec l'accord de paix. L'accord de paix avec RDC Rwanda. Avec toutes les coopérations qui s'en suivent. Oui, on espère que cette fois-ci, les Rwandais seront de bonne foi, parce que c'est peut-être une obligation de signer avec ce partenariat économique. Ce sont eux. Non, en fait, entre les États, il doit y avoir une coopération, parce qu'on sera voisins pendant au moins plusieurs siècles. Au même moment où vous signez l'accord de paix, qui n'est même pas encore entré en vigueur, au même moment où vous signez de coopération économique. Non, mais attention, ce qui a été signé, c'est un accord de principe sur la coopération économique. L'accord de coopération économique n'a pas encore été signé. Mais ça sera paraphé. Ce n'est que le début du commencement. Ça sera paraphé entre les deux chefs d'État. Mais c'est ce que je dis. Oui, donc vous n'êtes pas dans le faux. On espère bien que ceci aboutira, parce que c'est ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a toujours proposé. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on signe déjà la déclaration de principe et le chef d'État ne vient pas parapher? Quand le début est signé, la fin, ils ne viennent que parapher. En fait, l'accord économique pourra tenir compte des détails de cette coopération-là. C'est la question que les gens se posent. Oui. Est-ce qu'on est obligé? On est à la fin là. On termine dans combien de minutes? 3. Ok, allez-y. Si on n'est pas obligé, on est obligé de faire alors la guerre. Et non, la guerre, vous savez... Est-ce qu'on ne peut pas ne pas avoir des accords économiques avec le Rwanda, mais on n'est pas en guerre? C'est difficile de vivre comme ça? Vous savez, à l'origine de toutes les guerres qu'on a vécues dans ce monde, il y a toujours des raisons. On vous a dit bien, vous savez bien que le Rwanda, à part le fait qu'il veut des terres
implanter ces citoyens, ils nous mènent aussi une guerre économique. Alors, on doit tenir compte de cet aspect-là pour sauvegarder les vies de nos citoyens, dire on est un pays, c'est parce que c'est Dieu seul qui sait pourquoi il a donné toutes les richesses à la RDC et peu de choses à ses voisins, mais on doit quand même vivre en harmonie avec eux. Donc on a fléchi. Nous n'avons pas fléchi, parce que vous voyez bien aujourd'hui que l'Union européenne existe à la suite de la volonté de l'Allemagne et la France, qui étaient des grands belligérants, plus que même la RDC et le Rwanda. On doit réfléchir dans ce sens-là. Même pour qu'on ait une zone économique, une zone de libre-échange plutôt en Afrique, il faut passer par la paix entre le Rwanda et la RDC, parce que la RDC, c'est le cœur, le poumon économique même de l'Afrique. Donc, pour que l'Afrique puisse se développer, on doit penser à cela et ne pas être égoïste. On ne peut pas être heureux seul. On doit quand même concéder certaines... et ce n'est même pas pour la première fois que la RDC pense coopérer avec le Rwanda. Les Rwandais ont... Si, non, ça, vous dites que ce n'est pas la première fois, c'est vrai. Oui. Les autres fois là, qu'est-ce que la RDC avait tiré comme profit? On en a tiré. Par exemple, il y a des fois, il y a des années, la GECAMINE a recruté des Rwandais. Hein? Donc, ils peuvent nous apporter la même chose. C'est ça le bénéfice de... Dans une coopération, il y a toujours des bénéfices. Il y a toujours des bénéfices. Vous savez que les États concèdent certaines histoires, certaines choses pour avoir la stabilité et la paix. Vous avez les États-Unis qui ont, à travers le plan Maréchal, distribué de l'argent aux pays européens. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné en retour? On sait qu'est-ce qu'ils ont gagné. Parce qu'en étant riche seul, vous vous appauvrissez davantage. Parce que ceux qui sont autour de vous vont continuer de mettre en place leur système de contrebande pour voler vos minerais. Mais si vous coopérez, la contrebande ne va plus exister. Ils vont se retrouver, vous allez vous retrouver avec votre richesse. Merci beaucoup. Je pense que je vous ai posé beaucoup de questions. Non, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Merci beaucoup. C'est le travail du journaliste de poser des questions. On a fini. On se retrouve prochainement. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Locombe TV. Restez toujours branchés. Continuez toujours à partager nos vidéos. Une façon de nous encourager à faire du bien. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses autorités légalement établies. Au revoir.